Donc on va essayer de rester interactif. Et puis Yvan Bricot, qui est notre radiologue, et Mirsha Chirika, notre chirurgien, interviendront aussi sur vos réponses aux questions qu'on pose. Alors, voici les conflits d'intérêts. Mes collègues n'en ont pas. Les objectifs pédagogiques qu'on tient à traiter sont de connaître l'intérêt d'une RCP spécialisée FOIA par rapport à une RCP générale, de connaître les critères diagnostiques du CHC en imagerie et la place de la biopsie des tumeurs, de connaître les indications des traitements radiologiques, les différentes techniques chirurgicales, les indications et les effets indésirables des traitements chirurgicaux, et enfin les indications et la surveillance des résultats des traitements médicamenteux du CHC avancé. Alors je passe dès maintenant la parole à Yvan Bricot pour la partie de l'imagerie. Bien, donc on commencera par voir un certain nombre de cas qui portent sur des questions de diagnostic du CHC en imagerie. Et pour commencer, donc voici le cas d'un patient qui a été suivi pour une cirrhose, chez qui le dépistage échographique a mentionné la présence de nodules hépatiques. On lui fait un complément de TDM. Là, je vous montre, ça défile un peu vite, mais de toute façon, l'idée sur ce scanner, c'est qu'il n'y avait pas de nodule. Du coup, on est embêté, le cas est soumis à la RCP, et on se demande ce qu'on en fait. Alors, là, je ne vais pas vous interroger, on va prendre ce cas un petit peu ensemble. Mais la première chose finalement qu'on peut se demander, c'est à quoi pouvaient ressembler ces nodules en échographie? Est-ce qu'il y avait vraiment des nodules? Parfois le foie est très hétérogène, on ne sait pas trop. Donc un intérêt de l'RCP, c'est de reprendre l'ensemble des imageries, de fouiller un peu tout le dossier. Les imageries, elles se complètent et elles ne se remplacent pas les unes les autres. Donc c'est bien de regarder déjà ce qu'il y avait au niveau de l'échographie. Vous voyez qu'il y avait vraiment des nodules en échographie. Et finalement, il n'y a vraiment rien en scanner. Alors, est-ce qu'on peut se rassurer, du coup, grâce au scanner? Sans doute pas. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien au scanner? Et donc, c'est aussi un des rôles de revoir un peu ces dossiers d'imagerie en RCP, c'est d'apprécier un peu la performance des examens qui ont été faits. Et là, en l'occurrence, quelque chose qui peut-être que vous remarquez sur cette imagerie scanner, c'est que c'est un temps artériel, certes, mais un temps artériel très précoce. Ça se voit en particulier parce qu'il n'y a pas du tout encore d'opacification au niveau des branches portales. Donc c'est vraiment un temps artériographique. Et en fait, ce n'est pas le meilleur temps pour dépister les nodules hypervasculaires de CHC, même si on parle de temps artériel. On préfère faire des temps artériels un peu plus tardif, et voilà à quoi ressemble un vrai temps artériel de CHC. C'est un temps artérioporte. On a déjà un début d'opacification des branches portales, et puis en fait c'était le même patient, ça a été fait quasiment en même temps, et du coup ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des nodules multiples. Ici vous en avez un, vous avez ici un nodule au niveau du dôme, vous avez un nodule ici près de la loge vésiculaire. Donc il y a effectivement des nodules partout dans ce foie. Voilà, donc juste pour insister sur le contrôle qualité un peu et la nécessité d'avoir des examens avec un protocole très rigoureux. Voilà pour ce premier cas. Un autre cas, donc d'une patiente qui n'a pas un examen et des antécédents. Rien de particulièrement notable. Vous voyez également au niveau du tableau biologique, rien de très particulier. Et par contre, là, je pense que sur l'imagerie, vous aurez remarqué qu'il y a des choses très particulières. Enfin, une chose très particulière, je vous montre un temps artériel qui est un temps artériel un peu tardif, un bon temps artériel, le temps veineux. Et puis, je vais vous proposer de réfléchir et de voter à propos de ce cas, à propos de ces différentes propositions. Donc il y a une lésion,
Il s'agit d'essayer de la caractériser grâce à cette imagerie. Proposition A, elle est hypervasculaire au temps artériel. Le B, elle se lave au temps veineux. Le C, ces caractéristiques permettent un diagnostic non invasif de CHC sur des critères d'imagerie. D, une IRM complémentaire est nécessaire pour faire ce diagnostic non invasif de CHC sur des critères d'imagerie. Et le E, le diagnostic nécessite impérativement la réalisation d'une biopsie. Voilà, alors je vous laisse voter si vous le souhaitez. Bien, donc lésion hypervasculaire au temps artériel, en effet. Elle se lave au temps veineux, en effet. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic non invasif de CHC sur ces critères? Alors, vous avez plutôt l'air de dire que non, et plutôt l'air de dire, il y en a pas mal d'entre vous qui disent qu'il faudrait compléter par une IRM, et puis quelques-uns qui souhaiteraient complété par une biopsie. Alors on va revenir un petit peu là-dessus. Donc en effet, hein, A et B, c'est vrai, on a ces critères. Et par contre, dans ce cas-là, la bonne stratégie, c'est de faire une biopsie. Alors je vais continuer à garder un peu le suspense pour justifier ça. Et entre-temps, donc juste vous rappeler qu'effectivement, on a ces critères non invasifs avec ce caractère hyperartériel et le lavage, pour lesquels, dans les derniers consensus, il suffit qu'on les voit sur une modalité, que ce soit le scanner ou l'IRM. Une seule modalité suffit. Si une ne marche pas, on essaye l'autre, effectivement. Et puis, il est maintenant... a été réintroduit l'intérêt éventuel aussi de l'échographie avec un produit de contraste. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans cet algorithme des recommandations européennes. Donc là, on avait une technique, le scanner, qui montre ce caractère hyperartériel et ce lavage. Donc une seule technique, lorsqu'elle est conclusive, permet le diagnostic. Donc on n'est pas obligé d'en faire une deuxième. Hein. L'IRM n'est pas nécessaire si le scanner montre déjà les signes. Sauf que là, la situation est particulière. En fait, ça vient de la légende de cette figure. Cet algorithme de diagnostic concerne les foies cirrhotiques. Et en fait, cette patiente, le piège, si on veut, mais c'est que c'est une patiente qui n'avait pas d'hépatopathie connue ni objectivable sur les données qu'on avait. Et cette patiente, du coup, a été biopsiée. On ne pouvait pas utiliser les critères diagnostiques du CHC. Et sur quoi on est tombé? Sur une tumeur neuroendocrine. Donc ça, c'est un piège qu'on peut rencontrer de temps en temps. Lorsque les foies ne sont pas cirrhotiques, la probabilité pré-test d'avoir un CHC est beaucoup plus faible que sur un foie cirrhotique. Et du coup, les critères non invasifs marchent moins bien. Et on est susceptible de rencontrer des cas comme celui-là, où d'autres types de tumeurs peuvent prendre le masque d'un CHC. Ouais. Voilà, donc ça illustre bien les pièges qu'on peut rencontrer. Alors, autre cas donc, d'un patient de 65 ans. Alors cette fois-ci, vous voyez la consommation d'alcool. Le diagnostic de cirrhose a été posé. Donc là, on est bien dans les critères.
On lui fait une échographie de dépistage et on voit cette lésion en échographie, ce nodule hyperéchogène dans le foie. Alors c'est vraiment un nodule hyperéchogène, à bord bien régulier. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que ça a une tête d'angiome, hein, quand même. Dans un contexte différent, on aurait pu facilement poser le diagnostic d'angiome. Est-ce qu'on en reste là? Bon, je pense que vous serez d'accord aussi pour dire que ça mérite, dans ce contexte de cirrhose, d'aller en savoir un peu plus et quand même de vérifier de quoi il s'agit. Ce patient, du coup, a eu un complément scanner. Et ce nodule, on le retrouve, il est là. Alors, vous voyez, autant veineux, il ne s'est pas rempli de contraste comme un angiome, hein, au contraire, il est plutôt hypodense. Et autant artériel, on le retrouve ici, il est plutôt moins hypodense, il n'est pas rehaussé de façon très franche, hein. Vous voyez, comparativement à d'autres zones de parenchyme et comparativement au vaisseau, on ne peut pas dire qu'il manifeste une hypervascularisation franche. Par contre, bon, c'est clairement pas un comportement d'angiome. C'est dans ce contexte-là, avec ce lavage, on pense quand même pas mal à un CHC, mais il nous manque le critère franc d'hyperartérialisation, d'hypervascularisation auto-artérielle. Il y a cet aspect bizarre en échographie quand même, il est très hyperéchogène comme ça. Alors on se dit que s'il est très hyperéchogène, c'est peut-être lié à, non pas parce que c'est un angiome, mais sans doute parce qu'il doit y avoir une composante graisseuse dedans. Donc ça peut expliquer l'hyperéchogénicité en échographie. Et du coup, ça est un argument qui va en faveur du CHC, puisque ce caractère graisseux est un signe d'alerte et qui pousse au diagnostic de CHC. On aimerait bien éventuellement vérifier tout ça avec une deuxième modalité d'imagerie. On pense à l'IRM, sauf que là, vous voyez ici ce nodule dans une vue coronale qui a un autre intérêt, c'est de vous montrer qu'il y a un pacemaker, donc on ne peut pas lui faire l'IRM. Alors là, les recommandations européennes qui ont réintroduit la place de l'échographie de contraste, effectivement, ça pourrait être intéressant pour la caractérisation de faire une échographie de contraste. Alors ce qui est, c'est que le caractère très spontanément hyperéchogène risque de gêner pour l'interprétation aussi de l'échographie de contraste. Donc finalement, vous voyez que c'est un cas un petit peu compliqué. Alors dans ces cas compliqués, il y a la Société américaine de radiologie qui a essayé de codifier un peu les choses et qui a introduit une classification dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le LIRADS. Le LIRADS, on classe les caractéristiques d'imagerie en 5 catégories, de 1 à 5, avec une probabilité croissante d'avoir un CHC. 5, on est sûr que c'est un CHC. Et puis 3, c'est une probabilité intermédiaire. Alors, c'est une classification qui est un petit peu compliquée, qui a l'avantage de standardiser un petit peu et de montrer, montrer quels peuvent être les enjeux en fonction du score de probabilité. Vous voyez que du coup, la discussion multidisciplinaire a une place importante, surtout quand le diagnostic n'est pas formel, que la biopsie aussi est régulièrement discutée. Et puis pour classer en score de probabilité, donc c'est toujours pareil, il y a pas mal de critères, des tableaux un peu compliqués. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la société européenne, donc le collège américain a retenu certes le caractère hyperartériel, autant vasculaire, hypervasculaire autant artériel, mais certes a reconnu aussi l'intérêt de ce lavage. Mais ils ont rajouté aussi la présence d'une capsule comme un argument fort pour le diagnostic qui permet de classer en CHC. Et puis également une croissance lorsqu'on dispose d'imageries successives. Et c'est effectivement quand même quelque chose dont on se sert beaucoup en RCP quand on peut revoir l'ensemble du dossier d'imagerie. Alors, c'est des arguments qui, dans cette classification, permettent de faire le diagnostic de manière formelle. Alors là, dans le cas de la patiente que je vous avais montré, du patient que je vous avais montré, on n'avait pas forcément d'antériorité. La capsule, on ne la voyait pas, on ne pouvait pas essayer de la chercher en IRM. Par contre, il y a aussi tout un tas de critères ancillaires qui peuvent modifier notre score de probabilité. Et en particulier, il y en a un dont je vous ai parlé, qui est la présence
la présence de graisse dans le nodule. Donc tout ça, c'était des arguments en faveur. Finalement, la discussion RCP n'a pas retenu quand même le fait qu'on pouvait faire le diagnostic de manière non invasive. Ce nodule a été biopsié. Donc ça confirmait là, cette forme stéato-hépatique qui expliquait cette hyperéchogénicité en échographie, le fait que ce soit relativement hypodense à cause de la graisse, et donc c'était bien un CHC quand même. Donc vous voyez CHC, alors retenez un petit peu cette image parce qu'après on va se poser des questions par rapport à son traitement. Mais avant, juste un petit commentaire pour dire que du coup vous avez vu passer tous ces critères qu'on essaye de prendre en compte et qui sont inclus dans le score LIRADS qui est plus complexe et plus complet que les critères de la Société européenne. Mais sachez qu'il y aura peut-être encore d'autres critères qui vont s'ajouter de plus en plus. Actuellement, avec nos appareils d'imagerie, on est capable d'utiliser des produits de contraste plus ou moins complexes, certains avec une spécificité un temps hépatobiliaire, certains qui ne sont pas encore disponibles en France, malheureusement. On peut étudier donc en IRM les coefficients de diffusion, on peut faire des études de perfusion, on a des scanners qui font de la double énergie, qui permettent de quantifier sur le plan de la concentration moléculaire, et en particulier de l'iode, les lésions. Et puis on fait des analyses maintenant de plus en plus compliquées, en particulier des caractères de texture avec des notions comme le kurtosis, l'entropie, et tout ça qui permet d'essayer de classer les tumeurs par leurs caractéristiques radiomiques, comme on a la génomique. Et puis, comme ça devient de plus en plus compliqué quand on a beaucoup de critères différents à essayer d'analyser, eh bien, il y a beaucoup de recherches aussi sur l'apport que peuvent avoir des outils d'intelligence artificielle pour essayer de classer tout ça. Voilà, donc ça, c'est des choses auxquelles vous serez sans doute de plus en plus confrontés dans les années à venir. Alors, on va parler maintenant du traitement et je repasse la parole à Thomas. Merci. Alors, pour le traitement, déjà, moi, je voulais vraiment insister sur ce dont vous avez besoin absolument, de ce dont nous avons besoin pour prendre en charge et décider du traitement de nos patients. La première chose, c'est extrêmement simple, c'est l'état général du patient. C'est extrêmement simple, mais c'est tellement évident qu'on nous le donne que très rarement. On nous dit juste le patient va bien. Non, ça suffit pas. Il faut qu'on ait le stade OMS du patient, parce qu'un patient qui est OMS 2 dans le carcinome hépatocellulaire, ça veut dire soin de confort. C'est même pas la peine de discuter plus en avant. Et alors, l'état général, en théorie, c'est l'état général induit par le cancer. Donc, il faut aussi faire un petit peu attention, c'est-à-dire qu'un malade qui est tétraplégique, il est scoré OMS 2, mais on n'en tient pas compte pour la prise en charge de son traitement. On a besoin de connaître l'état hépatique avec le score de Child et le score de MELD. Alors, ce n'est pas la peine de nous les calculer, mais au moins de nous donner les composantes qui permettent de le faire. Et puis, on a besoin de savoir s'il y a de l'hypertension portale ou pas. Donc, il faut avoir fait une endoscopie digestive avant de discuter des dossiers. Après, bien entendu, on va avoir besoin de la taille et du nombre de lésions intrahépatiques. Et ça, on est très aidé par la présence des radiologues pendant la RCP pour recompter et dire exactement ce qui se passe, ce qu'il y a, et les localisations, l'invasion vasculaire et les métastases. Et j'insiste sur les métastases extrahépatiques parce que ça veut dire que si vous n'avez pas fait de scanner thoracique, on ne peut pas non plus discuter de la prise en charge thérapeutique. Alors, à quoi ça ressemble les fiches de RCP ceux qui ont l'habitude de travailler avec la RCP de Grenoble ont l'habitude de cette fiche. Les éléments qui sont importants dans une fiche, parce que la fiche, elle a une vertu purement administrative pour comptabiliser les choses, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux diffuser l'information aux médecins traitants et aux correspondants. Qu'est-ce qui est très important dans cette fiche, c'est de vérifier que le quorum était bien atteint, c'est-à-dire qu'il y avait pendant cette ERCP des hépatologues, des oncologues, des chirurgiens et des radiologues. Et s'il n'y a pas ce quorum, je pense qu'on ne peut pas correctement prendre en charge le carcinome hépatocellulaire.
La deuxième chose très importante, c'est cirrhose, oui, non. Parce que, comme Yvan vient de vous le montrer, s'il n'y a pas de cirrhose, on ne peut pas utiliser les critères non invasifs. Et puis, les caractéristiques, les données actuelles. Alors, actuelles, ça veut dire qu'on ne veut pas un bilan qui date d'il y a 3 mois, parce que sinon, c'est quand même très difficile. Avec le stade OMS, la présence d'une encéphalopathie, d'une acide, d'une hypertension portale, les plaquettes, l'alpha-fétoprotéine, le TP, l'albumine, la bili et la créate. Tout ça nous permet de juger au mieux des possibilités thérapeutiques. Et puis, le jour de la RCP, avec les radiologues, on relie l'imagerie et on décrit chaque nodule. Alors, c'est un petit peu fastidieux, effectivement, parce qu'on décrit qu'il y a un nodule de 25 mm dans le segment 8 qui prend le contraste au temps artériel, qui se lave au temps portal, blablabla, blablabla. Mais ça permet à la fin de donner une conclusion, c'est-à-dire CHC bi ou trifocal, et de donner derrière la conduite proposée, c'est-à-dire chimio-embolisation en attente de transplantation, etc. Voilà, donc j'insiste vraiment sur cette fiche de RCP parce qu'on a besoin de données complètes et actualisées récentes. Alors, revenons au cas que Yvan vous a présenté tout à l'heure. Donc, on a la preuve histologique que ce nodule, qui pourtant était un petit peu atypique, est un carcinome hépatocellulaire. Et cette lésion fait 19 mm. Donc, la question que je vous pose, c'est quel traitement préconisez-vous? Une résection chirurgicale, une thermoablation percutanée, une alcoolisation, une chimio-embolisation intra-artérielle ou une transplantation hépatique? Je vous demande un choix simple. Alors, intéressant, très intéressant. Je vous mets ma réponse. Parce que effectivement, l'alcoolisation, beaucoup de gens pensent que ça ne se fait plus, ça n'existe plus. Là, ce cas clinique, il est là pour illustrer l'importance de la localisation de la lésion au sein du foie. Cette lésion, elle est de petite taille, moins de 2 cm. Donc on va la détruire de manière certaine assez facilement. Sauf qu'elle est localisée contre les vaisseaux, pas très loin des voies biliaires, et que la thermoablation percutanée, vous allez brûler tout ça, et les conséquences vont être très difficiles pour le patient. Donc l'alcoolisation, ou l'acétisation, ce sont des bonnes techniques, puisque je vous rappelle que alcoolisation versus radiofréquence, ça donne les mêmes résultats pour des lésions qui se font moins de 2 cm. Donc il faut garder cette option thérapeutique à l'esprit. La résection chirurgicale, c'est vraiment trop cher payé, puisque ce sera une hépatectomie droite. La chimio-embolisation intra-artérielle, on est en monofocale, c'est pas encore le bon timing. Et pareil, la transplantation hépatique, c'est peut-être un peu cher payé en première intention. Donc commençons par un traitement local, et le meilleur, en l'occurrence, c'est l'alcoolisation dans ce cas-là. Alors tout ça, ça nous amène à parler un petit peu de l'algorithme thérapeutique qu'on utilise. Alors finalement, on l'utilise assez peu dans les centres experts, puisqu'on digresse en permanence. Mais ça permet quand même d'avoir des idées un petit peu claires sur les traitements qu'on peut proposer à nos patients. Et vous voyez, ce malade-là, il est very early HCC, donc c'est le BCLC 0, un nodule unique de moins de 2 cm. Et donc cet algorithme nous permet quand même de classer un petit peu les patients. La seule limite, enfin la grosse limite, c'est d'une part l'inclusion du performance status
à 1 dans les stades avancés, ce qui fait dire des grosses bêtises, notamment dans l'étude que je vous ai présentée, Optimis, hier, où finalement ces malades-là sont réellement des BCLC-B au niveau tumoral et pas des BCLC-C. Et puis, dans cette catégorie-là de malades, il y a beaucoup de malades qui sont transplantables. Voilà un petit peu quand même pour rappeler l'épidémiologie. C'est 30% de traitements curatifs, 50% de traitements palliatifs, et puis 20% des malades pour lesquels on ne pourra faire que des soins oncologiques de support. Et je passe la parole à Mirsha. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous présenter un cas chirurgical, un patient de 82 ans qu'on a discuté en RCP, qui a une cirrhose alcoolique, c'est vrai, et qui a ce nodule de CHC typique que vous voyez sur les images. Il est Child A, donc on peut l'opérer, il est OMS 0, donc tout va bien. Et je vous pose une question déjà. Qu'est-ce que vous faites comme traitement ? D'accord. Bon, c'est très intéressant. Il y a la moitié qui font une lobectomie gauche par laparoscopie et l'autre moitié qui fait une hépatectomie gauche. Alors, je pense que les deux options, c'est de faire une hépatectomie gauche. Et je vais vous montrer pourquoi. Et on peut faire une hépatectomie gauche encore en 2018 par laparotomie, c'est pas un crime. Ce nodule est posé sur le rex, en fait. Un plan de lobectomie gauche passe à gauche du récessus de rex, donc on ne porte pas la tumeur. Maintenant, pour votre défense à ceux qui avaient dit lobectomie gauche, c'est que nous avons vu ce malade en staff et nous avons écrit à la fin qu'on va faire une lobectomie gauche par laparoscopie. Et c'est le danger des staffs où vous voyez 30 malades et à la fin vous dormez un peu parce que je rectifiais le tir en voyant le malade en consultation, en essayant de lui expliquer ce que je voulais faire comme opération. Puis en regardant le scanner, la lobectomie gauche, posé tranquille avec la tête reposée, ça n'allait pas. Donc ce malade nécessite pour des raisons anatomiques une hépatectomie gauche qui peut être donc faite par laparotomie ou par laparoscopie. Et c'est principalement de ça que je voulais vous parler. L'hépatectomie gauche, c'est une hépatectomie majeure, c'est-à-dire qu'elle emporte au moins 3 segments hépatiques, c'est ça la définition actuelle. Et les hépatectomies majeures, ça peut être fait sur des cirrhoses Child A compensées, pas plus, mais elles ont quand même une mortalité de 0 à 12%, ce qu'on annonce en consultation en général, c'est moins de 5%, puis une morbidité qui est non négligeable. C'est principalement des complications pulmonaires, mais il y a quand même 5 à 10% d'insuffisance hépatique, même quand on a respecté tous les critères et qu'on a préparé les malades et qu'on a gardé 40% de volume de foie restant chez les cirrhotiques et 30% chez les malades non cirrhotiques. Et je voulais vous en parler un peu de la laparoscopie parce que c'est très à la mode cette année, ces années-là. Et puis cette année, on vient de nous présenter à l'AFC le rapport français sur la chirurgie hépatique laparoscopique. Donc on va en entendre beaucoup parler dans les années qui viennent. Les publications actuelles montrent que la laparoscopie fait mieux que la laparotomie, ou au moins aussi bien. Il y a une diminution de la morbidité sans augmenter la mortalité. Les résultats oncologiques sont à peu près similaires. Forcément, les malades restent hospitalisés moins longtemps quand ils ont quelques petits trous plutôt qu'une grosse cicatrice. Ils sont moins douloureux et puis forcément, ça se reflète dans une meilleure qualité de vie. Donc alors, où est le problème et pourquoi ne pas bannir complètement la laparotomie ? Alors, le problème, c'est que la chirurgie hépatique laparoscopique, c'est dangereux. Quand vous faites une résection chirurgicale sur le foie en laparotomie, vous avez la main dedans. Si vous avez un problème vasculaire, vous avez très vite un doigt, une compresse qui bloque le saignement et ça vous permet d'y penser.
Alors qu'en laparoscopie, vous n'avez pas ça. C'est-à-dire que pour ouvrir un malade, il vous faut entre 3 et 5 minutes si tout est préparé d'avance. Et une veine cave a un débit d'environ 3 litres par minute. Donc le temps d'ouvrir, vous pouvez laisser le malade sur table. Et c'est la raison pour laquelle cette chirurgie a été introduite progressivement. Et les chirurgiens, ils sont posés cette question, ils sont allés tout doucement. Et finalement, cette étude japonaise propose des critères de difficulté de la résection laparoscopique. Et ces critères se basent sur plusieurs choses. C'est la localisation de la tumeur, sur le fait si le foie est cirrhotique ou pas, la taille de la tumeur, la proximité des gros vaisseaux. Et donc, ça va de 0 à 12, avec 0 très facile, 12 très très difficile. Et puis je vais vous montrer juste pour avoir une idée dans les staffs quand vous discutez. Ça, c'est des localisations qui sont simples. C'est des localisations périphériques. Ça peut être fait par laparoscopie, par des chirurgiens qui savent faire, mais qui ne sont pas forcément experts dans la chirurgie hépatique ou dans la laparoscopie. Alors, la résection hépatique majeure, entre guillemets, la définition d'avant, et qui va probablement changer dans les années à venir, l'hépatectomie gauche, l'hépatectomie droite, c'est finalement des interventions intermédiaires. Car ce qui est le plus difficile, c'est ça, c'est ces localisations au niveau du segment 8 et 7. C'est des nodules qui sont haut situés, qui sont très difficiles d'abord par laparoscopie. Et probablement dans les années qui viendront, en laparoscopie, c'est de la résection majeure, alors que selon la définition classique, ce n'est pas le cas. Donc, nous, ce qu'on fait, ce que la plupart des équipes font, on va jusqu'à l'hépatectomie droite, et puis on s'essaye de temps en temps à des nodules un peu plus difficiles, sans forcer. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble deux petits films, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une hépatectomie droite par laparoscopie. C'est très joli. Les films, c'est des films d'Olivier Soubrane, dont j'étais le chef des cliniques et qui m'a appris ce type de chirurgie. Donc, ça change un peu par rapport à la laparotomie, c'est-à-dire qu'on fait un abord antérieur. On commence par faire la cholécystéctomie, ce qui nous permet en fait d'aborder les vaisseaux. Là, vous voyez le tour de l'artère hépatique droite dans le pédicule. On les aborde et on les sectionne, ce qui nous permet de voir la ligne de démarcation ischémique sur le foie restant, sur laquelle on va couper. Alors, ça paraît très simple. Là, il fait le tour de la veine porte. C'est très simple tant que ça se passe bien. C'est-à-dire que la première hépatectomie droite de Grenoble qu'on a fait, Olivier Soubrane est venu nous aider. On a eu un lâchage de clip sur le retour de la veine porte. On ne l'a jamais rattrapé, il a fallu convertir. Donc, tant que ça se passe bien, faut continuer et puis il faut faire son expérience. Mais dès que vous avez un problème, ça peut tourner vinaigre très très vite. C'est encore une fois la raison pour laquelle ce type de chirurgie se développe, mais pas très vite. Et donc, à partir du moment où on a coupé ça, vous voyez le foie droit qui est cirrhotique, devenu ischémique, on sait où couper. Alors, deuxième point, et finalement le vrai danger est là, c'est dans la transection parenchymateuse. Nous avons actuellement pas mal d'instruments magiques qui coupent, qui coagulent en même temps, c'est-à-dire que sans lequel probablement ce type de chirurgie sera pas réalisable. On utilise l'échographie péropératoire qui nous permet de nous repérer. Et ensuite,
On commence à couper le foie avec ce type d'instrument. Ça, c'est une ultracision, on a des ligatures. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les couper jusqu'au bout avec ça, parce que c'est des instruments qui sont très bien, mais quand ils arrivent sur des gros vaisseaux, ils ne font pas suffisamment l'hémostase. Et on a cet instrument que vous voyez là, qui s'appelle le CUSA, c'est un dissecteur en ultrasons, qui a la possibilité de détruire les hépatocytes. Ça explose les hépatocytes en respectant la trame vasculaire du foie. Donc, on aborde les vaisseaux et on arrive à faire le tour avec cet instrument sans rentrer dedans. Je pense que c'est pas possible de faire l'opération, c'est très difficile de le faire sans. La voie biliaire, en général, on préfère la ligaturer dans le parenchyme parce que le vrai risque de cette opération, et ce qu'il a publié Subran en Annals of Surgery, c'est qu'il y a quand même une augmentation de problèmes biliaires. C'est-à-dire que sur 30 malades, il n'a pas de mort, mais il a quand même 10% de problèmes biliaires. Et le vrai danger, il est là. Vous voyez, on va tout droit sur la veine cave et on suit la veine cave jusqu'au niveau de l'aisselle de la veine sous-hépatique droite, où on fait le tour et on la coupe avec un coup d'endogéia. Encore une fois, tant que ça se passe bien, c'est parfait. La semaine dernière, un de mes collègues, en faisant une chirurgie bariatrique, a tiré un GIA comme ça, qui a coupé, n'a pas agrafé. Donc, il ne faut pas que ça arrive en chirurgie hépatique. Donc, je vais repasser la parole à Thomas. Alors, un 5e cas clinique, donc un patient de 55 ans, une consommation d'alcool de 60 grammes toute sa vie, une obésité avec un BMI à 30 et pas d'autres antécédents. Et on découvre un foie multinodulaire en échographie. Il n'a pas d'acide, pas d'encéphalopathie hépatique. Il a un TP à 90%, des plaquettes à 200 000, une albule à 35, une bilirubine totale à 15, une créate à 75, une alpha-fétoprotéine à 5. Il n'a pas de signe d'hypertension portale sur la gastroscopie. Il a un scanner thoracique qui ne montre pas de métastase. Et sur l'IRM, dont vous voyez juste une coupe ici, vous voyez 8 lésions. Enfin, là, vous en voyez 5, pardon. Mais il y en a 8 en tout. Elles sont toutes hypervasculaires au temps artériel et elles se lavent au temps portal. Le foie est très dysmorphique. Il n'y a absolument aucun doute sur la présence d'une cirrhose chez ce patient. Donc, on peut se permettre de faire le diagnostic non invasif de carcinome hépatocellulaire. Donc, ce malade-là est jeune et un carcinome hépatocellulaire multifocal, 8 nodules, le plus gros fait 45 mm. La question que je vous pose, c'est quel traitement vous allez proposer à ce patient. Est-ce que vous lui proposez du sorafenib? Est-ce que vous lui proposez de la chimioembolisation lipiodolée, une transplantation hépatique, une thermoablation percutanée ou des soins de confort? Alors, 31% d'entre vous donnent du sorafenib à ce patient, 50% de la chimioembolisation et 19% une transplantation hépatique d'emblée. Alors, d'emblée, non. Donc, j'imagine peut-être certains ont mis chimioembolisation plus transplantation. La seule attitude à avoir pour l'instant, c'est vraiment de la chimioembolisation lipiodolée et effectivement de garder en tête la transplantation hépatique si jamais ce patient a le bon goût de répondre très favorablement à la chimioembolisation. Mais il est en dehors des critères de transplantabilité aujourd'hui. Je suis désolé pour les 31% de personnes qui ont répondu sorafenib, mais c'est criminel de cataloguer ce malade en stade avancé. Il n'a pas d'invasion vasculaire, il n'a pas de métastase, il est en parfait état général, il a 55 ans. Peut-être que vous pouvez lui offrir mieux que du sorafenib.
Alors, ce malade-là, et c'est un cas réel, il a eu 2 cures de chimio-embolisation. Il l'a très bien toléré. Il est resté OMS 0, Child A5. Et après 2 cures de CEL, vous avez ce temps artériel que vous pouvez regarder et vous voyez bien 3 nodules ici. Alors cette illustration, pour vous rappeler que le temps artériel après une chimio-embolisation lipiodolée, vous ne pouvez pas vous en contenter et vous devez comparer à ce qui se passe sur le temps sans injection, puisqu'on voit bien sans injection que les nodules qu'on aurait pu penser être hyperartériels ne sont pas hyperartériels, ils sont juste pleins de lipiodol, et que la seule lésion qui reste active chez ce malade-là, c'est cette lésion-là, enfin cette partie de la lésion. Il y a une partie qui prend très bien le lipiodol qu'on voit ici, et l'autre qui est vraiment une lésion hypervasculaire au temps artériel. Alors, deuxième question pour ce même malade. Quel traitement vous allez pouvoir proposer? Là, c'est un choix multiple. Je vous propose exactement les mêmes choix. Le sorafenib, la chimio-embolisation lipiodolée, la transplantation hépatique, la thermoablation percutanée, les soins de confort, et vous pouvez associer différents traitements. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour la transplantation hépatique, c'est évident, ce malade-là a une tumeur résiduelle minime. Effectivement, on pourrait faire de la chimio-embolisation lipiodolée. Mais la chimio-embolisation lipiodolée que vous allez répéter 3, 4, 5, 6 fois pendant le temps d'attente, ça va abîmer progressivement les artères et ça risque à un moment de ne plus passer dans l'artère hépatique droite ou dans l'artère hépatique gauche et donc définitivement vous barrer la porte d'une future chimio-embolisation lipiodolée. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de revenir toujours sur le traitement le plus curatif possible pour votre malade. Et là, en l'occurrence, étant donné qu'il n'a plus qu'une lésion active, eh bien, il est accessible à une thermoablation percutanée. Et c'est ce qu'on a fait, et avec le scanner post-radiofréquence ici, vous voyez bien, on voit le résidu de lipiodol et la lésion qui est totalement détruite. Et on voit de plus en plus de complications artérielles en post-greffe, en partie probablement à cause de ça. Donc un autre cas de patient qui a justifié des traitements assez multiples. Donc ce patient qui avait un CHC, qui avait été initialement traité par une segmentectomie, c'était en 2014. Et puis il avait continué à évoluer, fait des récidives multifocales, et finalement bénéficier de CEL itératives. Et puis là, vous le réévaluez et je vais vous montrer donc son nouveau scanner. Alors sur ce scanner, on voit pas mal de choses et en particulier un peu les traces de tout ce qu'il a eu. À ce niveau-là, vous avez tout ce matériel chirurgical qui témoigne du premier traitement par segmentectomie. Un peu au-dessus, tout ça, c'est des fixations lipiodolées qui datent des différentes chimio-embolisations successives qu'il a pu avoir. Et puis quand on regarde tout ça, alors il y a aussi le lobe gauche qui est particulier. Vous voyez ici dans ce lobe gauche des images un peu branchées, linéaires, hypodenses, et puis qui s'associent à ces petites images calcifiées ou lipiodolées. Ça, c'est le réseau artériel gauche qui, en fait, a été bouché par les CEL itératives.
Et ce que vous voyez à côté, c'est des voies biliaires avec un aspect de cholangite ischémique post-CEL. Donc ça, c'est une complication qu'on peut voir de temps en temps à la suite de ces CEL. Donc vous voyez le lobe gauche qui a été pas mal remanié par ces traitements. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre d'intéressant ? La principale lésion qui reste résiduelle, c'est ce nodule-là qui est très, très haut situé. Alors la discussion qu'il peut y avoir si on pense traiter ce nodule, ça serait déjà, est-ce qu'il est accessible à un geste percutané, de destruction percutanée, de radiofréquence par exemple. Alors vous voyez que c'est situé très haut, c'est dans le dôme. Du coup, c'est un trajet compliqué pour l'atteindre, mais je vous en reparlerai un tout petit peu, mais sachez que selon ce dont disposent comme outil de guidage les radiologues, de temps en temps, on peut faire des choses plus ou moins complexes, des trajets plus ou moins compliqués. Après, si on se dit que ça va être traité par une nouvelle séance de CEL, là, la particularité de ce nodule, vu sa topographie, c'est de savoir s'il est vraiment alimenté par le pédicule artériel normal ou si ça ne peut pas être aux dépens d'autres choses. Et en particulier, ce qu'on voit passer là-haut, là, c'est des petits bouts de l'artère diaphragmatique. Et ça, effectivement, quand les nodules commencent à avoir des topographies un peu atypiques, ils ont aussi souvent une vascularisation atypique. Et donc là, si on se disait qu'il fallait la voir par CEL, peut-être qu'il faudrait aller chercher cette artère diaphragmatique. Alors ce qu'il y a, c'est que il y a quand même aussi d'autres lésions ailleurs. Là, cette petite chose à côté de cette fixation lipiodolée, c'est sans doute de la tumeur qui reste ailleurs. Là aussi. Et puis en fait, donc on se dit qu'il vaut peut-être mieux quand même faire un traitement plus global par CEL que d'aller faire quelque chose d'acrobatique pour détruire ce nodule là-haut. Et puis en fait, encore une surprise quand on revoit ce dossier en RCP, quand on regarde un petit peu ailleurs, par en bas là, il y a aussi ça qui est en dehors du foie. Alors, c'est pas une image digestive, ça pourrait être une image ganglionnaire éventuellement, mais donc dans ces cas-là, on aime bien voir un peu comment ça évolue et d'où ça vient. Voilà un scanner qui a été fait 1 an avant. Vous avez ce tout petit nodule punctiforme au niveau du péritoine et qui a grossi finalement progressivement et qui montre que en fait, on a affaire à une atteinte donc résiduelle hépatique, mais aussi extra-hépatique. Et du coup, là, on change de cadre. Et peut-être, Mirsha, tu veux commenter un peu ce qui a été décidé finalement ?
bien, merci. Et du coup, juste pour redire quelques mots d'un peu de synthèse sur ces traitements radiologiques du CHC. Donc on a parlé des CEL, on a parlé de l'évaluation post-CEL. Donc quelque chose d'important, c'est les critères qu'on utilise, c'est les critères MRECIST. Ce qui nous intéresse, c'est de voir la prise de contraste résiduelle. Vous avez vu que ce n'est pas forcément évident si on ne dispose pas de l'ensemble du dossier, de l'ensemble des acquisitions. Il faut vraiment comparer les acquisitions avant injection, après injection, et puis avant traitement, après traitement. Que souvent, on peut se poser des questions par rapport aux ablations tumorales, donc la discussion entre exérèse chirurgicale et thermoablation. En fait, souvent la question ne se pose pas trop parce que les bonnes indications pour l'un sont souvent pas les bonnes indications pour l'autre, mais c'est pour ça qu'il y a un chirurgien et un radiologue qui sont dans la même pièce et qui peuvent en discuter ensemble. On avait rappelé que l'alcoolisation n'est pas enterrée. Dans certaines localisations très compliquées, ça garde un intérêt. Et puis, juste pour vous dire que c'est pareil, les choses évoluent. Vous entendrez sans doute parler de plus en plus d'autres traitements qui se développent. La radioembolisation, on en redira un mot tout à l'heure. Et puis, pour détruire, on ne fait pas que par la chaleur. Maintenant, il y a les micro-ondes. Et puis, ce qui est en train de venir aussi, c'est le laser, l'électroporation, les ultrasons focalisés. Alors, c'est encore mieux, on peut détruire à distance sans avoir besoin de mettre une aiguille dedans. Mais au niveau du foie, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les côtes. Et puis pour faire des traitements toujours plus précis, plus efficaces, on a des outils en imagerie qui se développent aussi pas mal pour aller atteindre les tumeurs dans des localisations compliquées. Comme je vous en ai déjà dit un mot, on a de plus en plus d'outils qui aident au guidage, en particulier des systèmes de localisation électromagnétique qui permettent de faire de la fusion entre l'échographie et le scanner ou de faire des trajectoires très complexes au scanner. Et puis, quand on fait de la chimioembolisation lipiodolée, on a maintenant des salles d'angiographie qui peuvent nous faire des reconstructions 3D, qui peuvent essayer de nous trouver les différents pédicules qui alimentent les tumeurs et comme ça, de pouvoir faire les traitements le plus sélectifs possible et sans oublier aucun pédicule artériel. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise de plus en plus. Voilà, je repasse la parole à Thomas. Alors malheureusement, c'est souvent à un stade avancé qu'on voit le carcinome hépatocellulaire. Et typiquement, chez ce patient-là, ce 7e cas clinique, un patient de 66 ans qui est OMS 0 et qui a une cirrhose d'origine éthylique sevrée depuis 3 ans et qui est Child A6. Vous voyez très bien ici sa tumeur et l'invasion vasculaire porte. Et sur le scanner thoracique, au moins 2 lésions métastatiques. Alors, de quoi disposons-nous à l'heure actuelle pour traiter ces patients à stade avancé ? Les guidelines de l'EASL nous disent que ce qui est le meilleur niveau de preuve, c'est le sorafenib et bientôt le lenvatinib, mais qui n'a pas encore l'AMM. Et puis un moins bon niveau de preuve, c'est l'yttrium 90. Alors, pourquoi l'yttrium 90 a un moins bon niveau de preuve ? Je ne vous présente qu'une des 3 études randomisées récemment publiées, l'étude SARA, qui est une étude française, qui a échoué à démontrer une supériorité de la radioembolisation par rapport au sorafenib. Et c'était une étude de supériorité, donc cette étude est négative. Néanmoins, les médianes de survie ne sont pas non plus significativement inférieures chez les patients qui étaient traités par radioembolisation. Et une donnée tout de même intéressante, c'est la qualité de vie des malades qui sont traités par radioembolisation, avec une qualité de vie significativement meilleure chez les patients traités par radioembolisation, et qui était en plus faite de manière non optimale par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc probablement une place qui peut rester pour la radioembolisation et pour des cas très sélectionnés et avec des méthodes de choix de doses de traitement qui sont complexes et qui nécessitent une organisation et une technicité non négligeable. Y a-t-il d'autres traitements de première ligne en dehors du sorafenib ? Eh bien, pour l'instant, non, aucune AMM. Mais nous avons l'essai positif du lenvatinib, qui est une étude de phase 3,
ouverte de non-infériorité, quand même près de 500 malades dans chaque bras, et des courbes de survie qui démontrent une non-infériorité du lenvatinib par rapport au sorafenib. Mais je le répète, pas encore d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication-là. Alors ce malade-là est traité par sorafenib à pleine dose pendant 6 mois. Il a une tolérance qui est plutôt correcte, une diarrhée de grade 1, une asthénie de grade 1. Alors méfiez-vous, la diarrhée, les patients finissent par même plus vous en parler parce qu'ils ont adapté leur régime et ils prennent leur Turfan ou leur loperamide. Ils vous en parlent même plus. Et une notion qu'on oublie souvent aussi, c'est que ce malade-là, il a perdu 5 kilos. Et ça, pareil, les patients vous en parlent plus. Mais c'est bon de revenir quand même sur le poids antérieur. Il est devenu child B7 parce que sous traitement, on voit très fréquemment ça, l'albuminémie baisse terriblement et le malade a maintenant une alpha-fétoprotéine à 800 nanogrammes par millilitre. Malheureusement, le scanner de contrôle retrouve une progression tumorale manifeste. Alors, de quoi disposons-nous en traitement de seconde ligne après un échec ou intolérance au sorafenib? Eh bien, après échec, nous disposons du regorafenib avec une amélioration significative de la survie dans cette étude Resource publiée dans le Lancet l'année dernière et une AMM obtenue récemment à la dose de 4 comprimés par jour, 3 semaines sur 4. Je vous rappelle les critères d'inclusion de l'essai Resource. C'est des malades qui toléraient bien le sorafenib au moins à demi-dose pendant au moins 20 jours sur 28. Et je pense que ces critères d'inclusion sont importants parce que c'est ces critères d'inclusion qui ont permis de sélectionner une population qui tolère bien le regorafenib avec des toxicités cutanées dans 30% des cas, mais seulement 2% d'arrêt dû à ces toxicités. Est-ce que nous disposons d'autres traitements de seconde ligne? On a eu bien sûr énormément d'essais négatifs ces dernières années, mais un essai positif qui a été publié dans New England cet été avec le cabozantinib en phase 3 versus placebo, après là un échec et ou une intolérance au sorafenib, et 25% des patients étaient en plus que seconde ligne, mais même en troisième ligne. Mais pour ce médicament, pas encore d'AMM, même si, a priori, ça ne devrait plus tarder. Un dernier médicament en seconde ligne qui vient de démontrer une supériorité par rapport au placebo, c'est la ramucirumab. C'est un traitement intraveineux, un anti-VEGFR2, extrêmement bien toléré, avec une amélioration significative de la survie chez les malades. Mais là aussi, pas encore d'AMM. Donc le paysage va probablement beaucoup changer dans les mois à venir pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire en première et en deuxième ligne. Et on va se poser beaucoup de questions parce que la seule séquence qui est clairement validée pour l'instant, c'est sorafenib vers regorafenib. Alors on va avoir sorafenib vers le cabo et le ramu peut-être, mais qu'est-ce qu'on va faire après un échec ou une intolérance au lenvatinib? Est-ce qu'il faut repartir par le sorafenib? Est-ce qu'on peut passer directement à une seconde ligne de type cabo, rego, etc. Beaucoup de questions, ce d'autant que l'immunothérapie va arriver aussi. Alors en conclusion, j'espère que nous avons réussi à vous montrer l'importance d'une ERCP dédiée aux tumeurs du foie. Et dans cette ERCP, il faut tous les acteurs de la prise en charge, c'est-à-dire des hépatologues, des oncologues, des chirurgiens et des radiologues. Et cette prise en charge multidisciplinaire permet une meilleure évaluation des possibilités thérapeutiques pour vos patients. Il faut systématiquement réévaluer les malades pour leur donner accès au traitement le plus curatif à chaque discussion. C'est-à-dire qu'après une chimio-embolisation, si le malade devient transplantable, il n'y a pas de raison de ne pas le transplanter. Si après thérapie ciblée, il ne reste plus qu'une lésion résiduelle, il n'y a pas de raison de ne pas lui proposer une thermoablation. Et dernier message,
parce que ce n'est pas encore complètement passé dans les mœurs. Le downstaging permet de rattraper des malades et de les greffer. Donc, au moindre doute, il faut demander un avis à un centre de transplantation pour permettre à vos patients de bénéficier d'une transplantation hépatique pour leur carcinome hépatocellulaire. Et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.